Donc, je m'appelle Jean-Sébastien Piaget et je suis principalement responsable des opérations et du support technique chez Diguerre. Je vais vous parler brièvement d'une présentation, donc de qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis de nos trois principaux outils, la D250, Smart et puis Scrapper. Pour l'instant, ça vous parle encore pas beaucoup, mais je vais en parler en détail tout à l'heure. Donc, Diguerre est basé dans le nord de la Suisse romande francophone, évidemment, et fier de l'être. C'est parti en 98 à partir de rien, donc sur la base de personnes qui étaient volontaires, qui travaillaient en dehors de leur travail, le soir, la nuit. Et puis, ça s'est professionnalisé petit à petit pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Nous travaillons au service du déminage humanitaire et puis également dans divers domaines civils, notamment en Europe ou en Suisse. Nous avons un statut de fondation et d'ONG, et ça nous permet de construire des projets et puis d'intervenir dans la recherche de fonds aussi. Et puis, notre production fonctionne de manière très similaire à une entreprise commerciale, c'est-à-dire qu'on a besoin de ventes pour assurer une partie de nos salaires. Donc, c'est un fonctionnement un peu hybride qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, on n'a aucun grand donateur ou grand actionnaire derrière qui nous soutiennent. On a un bureau de recherche et développement qui est assez costaud. Tout ce qui est fait chez nous est développé par nous, par nos soins, de manière, enfin, dans tous les domaines, c'est-à-dire l'électronique, la mécanique et puis le programme aussi, la programmation. Vous pouvez voir ici sur l'écran à droite un test de stress sur les matériaux, sur des pièces qui sont sensibles. Bien évidemment, quand on parle de R&D, ça peut ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Alors, la politique de chez nous, c'est vraiment d'avoir un pied sur le terrain ou d'être en lien avec des gens qui sont sur le terrain pour que nos produits correspondent à des besoins. On n'a pas du tout d'intérêt à perdre notre temps à développer des idées farfelues qui vont servir à rien, en fait. Au niveau de la production, on bénéficie du savoir-faire régional. Donc, on est dans une région qui est connue pour son savoir-faire dans les machines-outils et puis dans l'horlogerie notamment. Et puis là, on a beaucoup de partenariats avec des entreprises de la région parce que bien sûr, on n'a pas les reins assez solides, nous, pour avoir toutes les machines à disposition. Donc, on a des partenariats sur place. Et puis, ce qu'on achète du marché, alors on a du matériel qui est représenté largement dans le monde entier, par exemple comme John Deere, Bosch, Rexroth et d'autres marques, j'en passe. Au niveau des opérations et du support technique, donc les opérations chez Diguerre, c'est un peu un gros mot dans le sens que par le passé, on a fait des opérations complètes de A à Z sur le terrain. Vu notre gabarit, on s'est aussi rendu compte qu'on avait beaucoup plus de force à s'approcher d'une organisation ou d'un organisme qui est déjà sur le terrain et puis de l'aider à intégrer les moyens techniques que nous apportons. Dans ce cadre-là, on effectue des missions d'évaluation avant le projet. Ça paraît logique, mais en fin de compte, on a remarqué que si on le faisait pas, eh bien, non seulement on n'arrivait pas à appréhender ou anticiper les futurs potentiels problèmes, ça peut être technique, ça peut être de contexte, ça peut être sécuritaire, ça peut être politique, administratif, il peut y avoir plein de différents problèmes. On a meilleur temps de savoir où on met les pieds avant d'y être. Ensuite, s'il y a besoin, on peut aider à construire le projet et à effectuer une partie de la recherche de fonds. On effectue bien entendu la formation du personnel concerné dans le contexte du client. Dans la plupart du temps, on aime faire ça, c'est-à-dire avec le matériel arrivé sur place, on forme les gens directement dans le terrain qu'ils connaissent. Ça paraît logique. Encore une fois, il est possible de faire une formation sur notre base en Suisse. Pour certaines formations, c'est adéquat. Pour d'autres, on préfère largement la faire sur le terrain concerné. On peut aussi aider à l'intégration du moyen technique dans les procédures. Si le client ou le partenaire ne connaît pas encore le moyen que nous fournissons, si c'est nouveau pour lui. Et puis, on encourage ou on le force, en tout cas quand on apporte une partie des fonds, on force le suivi de projet.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la formation, ensuite, on laisse l'équipe de travailler de manière autonome, c'est-à-dire acquérir de l'expérience, et puis les premières questions, les premières interrogations vont venir, et puis après quelques semaines, quelques mois, c'est à définir, on revient sur place et on regarde s'il y a des choses à ajuster, s'il y a des points qui ont dérivé, qui sont pas clairs, et on essaye de garder un niveau de l'opération qui soit le plus productif, le plus efficient possible. Et puis ça, on le veut parce que ça arrive aussi des fois, notamment malheureusement quand c'est purement commercial, tout à coup on nous achète du matériel et puis après il est plus du tout utilisé sur le terrain. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Donc, dans la mesure du possible, on assure le suivi. On effectue bien entendu du dépannage et puis du support. Et puis, on a en stock les pièces à long délai d'approvisionnement, c'est-à-dire ce qu'on achète. Parfois, on est en face de grands groupes comme Caterpillar, pour pas le nommer. Et puis, eux, ils achètent des pièces par milliers, alors que nous, on en a besoin de quelques unités. Alors, évidemment, ça crée des fois des délais d'approvisionnement qui sont jusqu'à une année. Donc, on peut pas se permettre d'attendre tout ce temps. Donc, on a les pièces qui sont en stock chez nous. Nos trois produits principaux, la Digger D250, c'est une machine qui est prévue pour détruire les mines, mais pas seulement, vous le verrez. Digger Smart, donc ça c'est un équipement GPS pour faire des enquêtes techniques au moyen de chiens. Et puis Digger Scrapper, qui est un kit qui vient équiper des machines de déminage classiques, des machines de chantier classiques pour les téléopérer. Au niveau de la machine qui sert à détruire les mines, donc de manière globale, elle est télécommandée, elle entre dans la catégorie moyenne, elle pèse dès 10 tonnes et plus selon l'outillage qu'on met avec, les configurations. Elle est faite en acier blindé, l'outil frontal peut être monté jusqu'à une hauteur de 4 mètres, et puis le moteur est un moteur John Deere de 250 chevaux. Il y a plusieurs variantes qui peuvent être installées dans la machine. Pourquoi plusieurs variantes? Et on a une variante qui a besoin de pouvoir utiliser un gasoil qui est de qualité, qui n'est pas au standard européen. Et d'un autre côté, on doit pouvoir mettre un moteur qui correspond aux normes anti-pollution pour tout ce qui est Europe, par exemple. Et puis, la machine entre avec son outil, donc selon ce que vous voyez sur la photo, dans un conteneur maritime 20 pieds. Au niveau des températures poussières et terrains difficiles, donc elle est construite et testée pour travailler avec une température ambiante de 50 degrés à pleine charge sans qu'il y ait de surchauffe. Et puis, un autre aspect important, c'est qu'il n'y a aucun tuyau ou faisceau électrique qui est apparent. Ça veut dire que si vous avez un environnement qui est extrêmement dense au niveau végétation, il n'y a rien qui peut être arraché par ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une unité de puissance multifonction. Donc, à la base, c'était prévu contre les mines antipersonnelles particulièrement, mais on peut l'utiliser à des fins tout autres, aussi de préparation. Là, vous avez quelques exemples avec un godet, un treuil, une pelle rétro, mais il y a tout un tas d'autres outils standards et à développer, que nous pouvons développer. À l'avant, c'est une plaque 4 standard, donc on peut mettre tous les outils 4 et d'autres. Et puis à l'arrière, c'est un coupleur rapide de 3 ou 4 points, donc on peut mettre aussi une quantité presque sans limite d'outils du marché, mais aussi fait sur mesure en fonction des besoins. La portée opérationnelle est jusqu'à 500 mètres en ligne directe. Bien entendu, 500 mètres sans caméra, ça n'a aucun sens, hein, parce qu'à partir même déjà de 100 mètres, on commence à pas avoir grand-chose sans caméra. Et puis, on peut mettre des relais pour étendre cette portée, bien entendu. Vous voyez au centre aussi le système de GPS qu'on peut avoir, système de GPS centimétrique, avec sur le petit écran au milieu la zone rouge ici, qui est la zone de danger, la machine, et puis là où elle est passée, la trace brune, c'est une trace qui est validée, c'est-à-dire selon certains standards de qualité. Vous voyez ici, par exemple, si la vitesse d'avance de la machine est trop rapide, la trace ne sera pas acceptée parce qu'elle est susceptible, suivant les munitions ou la menace en présence, de sauter ou de rater des mines ou des objets
susceptible d'être sur le terrain. Il y a aussi la profondeur de creusage qui est importante et la couverture satellite. Voilà. J'aimerais dire quelques mots sur le test CWA. On a fait ce test en Suède avec des mines antipersonnelles et des mines anti-chars. Alors, d'entrée de jeu, le but, c'était pas du tout de pouvoir dire après sur le terrain, on a un taux de réussite de 98,46% ou que sais-je, parce que on sait bien, et vous le voyez d'ailleurs sur les images, que le test là, il est fait dans le meilleur des mondes. Il correspond absolument pas aux conditions de terrain. Simplement, il y a certaines choses qui sont importantes à savoir. D'une part, c'est la première base pour avoir des chiffres et puis pour savoir la qualité de notre matériel dans un environnement qui est contrôlé, on va dire. Et ensuite, pour moi, c'est le but de ce test, c'est de pouvoir comparer les machines entre elles sur une même base. Et puis ça, c'est quelque chose d'important parce que tout le monde ne teste pas ces machines de la même façon et il faut faire attention à comment elles sont testées. Encore une fois, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Et puis, je voulais vous donner quelques informations sur ce que nous avons fait de notre côté. Donc, les mines utilisées sont avec des vrais détonateurs, et puis c'est pas des mines électroniques avec des piles dedans où on peut toujours dire, bah, il y a eu des erreurs, mais c'est à cause de l'électronique, du système, c'est à cause de la batterie, etc., etc. Ensuite, on a on a fait 3 tests sur des mines anti-chars, dont vous voyez le nom, et puis dont une fois avec cette mine-là augmentée jusqu'à 8 kg d'équivalent TNT. Je tiens aussi à dire que ce test a été effectué, la mine anti-char n'était pas télécommandée, donc elle était activée réellement par la machine et par l'outil. Les dégâts sur l'outil ont été, évidemment, il y a eu quelque chose, mais c'était le pic qui a déclenché. Il s'est fait arracher et puis le reste autour s'était marqué, mais c'était toujours fonctionnel. Donc, notre équipe a pu réparer les dégâts en quelques heures et le lendemain, la machine était de nouveau dans le test. Ça, c'était au niveau de la machine. Au niveau du système Smart, là, on change complètement de produit. Donc, en fait, l'équipement comprend quoi? Il comprend un harnais sur le dos du chien, tel que vous le voyez là, avec un système de boîtier. Dans ce boîtier, il y a un GPS, une caméra, un haut-parleur et puis un système Wi-Fi. Le kit comprend un serveur et un smartphone. Le serveur va collecter les données de tous les harnais, de tous les chiens qui sont dans l'opération pour en faire après une base de données au niveau de où les chiens ont trouvé quelque chose, la surface qui est effectuée par chacun d'eux, effectuer des rapports journaliers. Chaque maître chien a un smartphone où il voit sur une carte en temps réel où se trouve son chien et ce qu'il a trouvé, s'il trouve quelque chose. Comment est-ce que le chien trouve quelque chose? En fait, il s'asseye et quand il s'asseye, ça met un point sur la carte. Donc, il y a 2 types de GPS qui peuvent être utilisés. Le premier, c'est un GPS entre guillemets normal. La précision, elle est de 50 cm à 3 mètres dans les meilleures conditions. C'est plutôt vers 5 mètres, autour des 5 mètres s'il y a un petit peu de végétation et si les conditions elles sont un peu dégradées au niveau du GPS, etc. Et puis, la caméra sert à voir ce que voit le chien, elle ne sert pas à voir la menace en présence. C'est comme ça que c'était conçu. Maintenant, bien entendu, on peut mettre une caméra qui va plutôt fixer ce qu'on voit sur le sol. Ce système-là est prévu pour faire uniquement des enquêtes techniques. La précision du matériel ne permet pas ne permet pas forcément de faire quelque chose de plus précis à ce niveau-là. C'est vraiment pour définir si dans une zone donnée, il y a ou non des menaces et où elles sont environ. Le deuxième type de GPS, ça peut être un GPS centimétrique. Là, ça demande une infrastructure un peu plus lourde. Techniquement, il n'y a pas de problème, c'est gérable, mais ça demande voilà, une base fixe et puis c'est aussi un autre coût voilà, pour le matériel. Tout ça, il y a 2 possibilités de les utiliser. Vous avez un exemple sur le smartphone, ici à gauche, ça c'est un test. Hein. Donc, vous voyez les zones de danger en rouge qui ont été définies. Il y a la couverture brune qui est le chien, là où il est allé. Et puis, vous avez les alarmes qui sont soit en rouge, soit en bleu.
Ça, je le dis encore une fois, c'était un test, donc les alarmes ne sont pas forcément. C'est l'opérateur qui a marqué les alarmes et c'est pas le chien qui s'est assis. Donc, mais quand le chien s'assied, ça met directement un point où il a trouvé quelque chose. Ici, sur la droite, vous voyez que le chien n'a pas été envoyé librement dans une zone. Ça, c'est la première option, c'est de l'envoyer le chien librement dans une zone. Et puis, quand il trouve quelque chose, il s'assied. Quand il s'assied, ça met un point sur la carte. Et puis, quand il est rappelé, il revient vers son maître. Ça, c'est la première façon d'utiliser le système. La deuxième façon d'utiliser, c'est avec des longues laisses. Donc, il n'y a pas besoin de préparer des boîtes de 10 mètres par 10 mètres. Il faut préparer un chemin d'accès et ensuite, vous, vous envoyez le chien avec une laisse de 25 mètres. Le maître chien le guide avec la laisse et quand il revient, le maître chien lâche la laisse et le chien revient. Ensuite, il y a un décalage de 2 mètres latéralement et on recommence. Donc, vous voyez ici tout ce qui a été fait, par exemple. On voit ici, il y a une tranchée ou un ruisseau. Ici, il y a par exemple, un bosquet de bambou, si on peut appeler ça comme ça, où les chiens ne vont pas dedans, etc. Et ici, tout à droite, vous voyez les menaces qui ont été identifiées après. Et une fois ça fait, c'est les démineurs manuels qui vont intervenir directement sur les munitions. Donc, ce système permet de réduire le temps de préparation et puis il permet de déterminer assez rapidement s'il y a une contamination ou pas dans une zone donnée. Voilà, maintenant je vais passer au système Scrapper, qui est encore complètement quelque chose d'autre. On a réalisé dans les années 2014 et par là autour, avec les nouvelles menaces, notamment au Moyen-Orient et les décombres de villes où des pièges étaient trouvés, des IED jusqu'à assez perfectionnés, ou alors des bombes d'aviation qui restaient dans les décombres. On a réalisé que notre machine, elle pouvait strictement rien faire et puis qu'on n'était pas préparé de notre côté à ce genre de menaces. Donc, on s'est dit qu'on allait développer quelque chose pour intervenir dans ces circonstances. Alors, l'idée, c'était pas de recréer des nouvelles machines parce que les machines, elles existent depuis longtemps. Ce sont des machines de chantier. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a décidé de pouvoir téléopérer les machines de chantier. Et ça se fait aussi depuis assez longtemps. Donc, ce qu'on a apporté, nous, c'est une immersion dans le cockpit, en fait, grâce à la réalité augmentée. Pour faire ça, on a des caméras stéréoscopiques à l'intérieur du cockpit qui permet d'avoir une vision 3D de l'opérateur. Et l'opérateur, il est déporté, donc soit dans une voiture avec un système qui est facile à déployer sur le siège arrière, soit dans un bungalow de chantier, soit dans une cabine déportée, une cabine complète déportée. On respecte les normes de sécurité ISO 13949. Ça, c'est des normes européennes parce qu'on intervient aussi dans la dépollution de manière plus générale en Europe. Là, la portée opérationnelle directe, elle est plus réduite de 250 mètres. C'est à cause du flux vidéo, mais ça, c'est sans répéteur. On peut aller beaucoup plus loin avec un système de répétition. Et puis, la machine, elle reste compatible avec les commandes hydrauliques et hydroélectriques. Elle reste compatible avec le pilotage standard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une machine dédiée à l'utilisation téléopérée, mais l'opérateur peut continuer de la piloter depuis l'intérieur. Ici, vous avez des exemples. Donc, tout à gauche, ça n'a rien à voir avec le déminage, mais c'est pour vous montrer le système vraiment le plus basique, c'est-à-dire une télécommande simple. Et puis, l'opérateur, là, il est à 20 ou 30 mètres de sa machine. Il utilise ça, c'est simplement pour pouvoir voir ce qu'il fait. Donc, là, c'est juste pour vous montrer le niveau de base, entre guillemets, de notre système. Ensuite, il y a le système qui peut être utilisé à l'intérieur d'une voiture, déployé rapidement avec des joysticks et la vision stéréoscopique 3D où là, il se voit à l'intérieur de la machine. Et puis ici, vous voyez l'opérateur dans un bungalow de chantier. Là, on voit ce qu'il voit dans sa vision de 3D. On voit sur un écran. Il y a aussi la possibilité de ne pas utiliser les lunettes 3D et de regarder que sur des écrans. Évidemment, on n'a pas une aussi fine idée de la profondeur que ça donne. Donc voilà un aperçu assez rapide, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est un aperçu assez rapide de ce qu'on propose.
J'aurais, moi, une question avant d'écouter les vôtres. Quelle est la place aujourd'hui des moyens mécanisés dans le déminage, aujourd'hui, avec les menaces d'aujourd'hui et demain? C'est peut-être un peu une vaste question, mais disons, nous n'étant pas directement un opérateur sur le terrain, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur cette question. Et puis maintenant, bien entendu, je réponds volontiers à vos questions et puis je vous remercie de votre attention. Alors, Jean-Sien, moi, de mon côté, bon, donc on se connaît. Ah J'ai eu oui, la chance d'aller visiter votre installation. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, c'est assez surprenant. Parce que quand on arrive, on a l'impression de rentrer dans une cour de ferme. On se dit, oula, c'est de l'artisanat. Et une fois qu'on rentre dedans, bah oui, c'est de l'artisanat, mais de très haute qualité, avec des gens extrêmement à l'écoute. Et ce que j'aime dans le discours de Digger, c'est qu'ils ne survendent pas leur matériel. Je vais prendre l'exemple des chiens. Je me bats depuis des années avec le chien, le héros du déminage, et je me bats pour expliquer que non, le chien ne démine pas. Le chien, il peut trouver quelque chose, il peut positionner d'une manière un peu, comment dire, imprécise, mais donner une idée. Mais le seul héros dans l'affaire, c'est le démineur manuel qui va y aller avec ses petits outils, ses deux bras et ses deux jambes, et qui va prendre le risque. D'accord? Donc, le rat, c'est pas un héros, le chien, c'est pas un héros. Tous ces animaux servent simplement à essayer de dire oui, il y a quelque chose. Maintenant, je voudrais rappeler un point que je faisais dans mes formations. Un GPS, sa précision, elle est commandée par un chiffre qui est le taux de précision. Ce taux de précision, il dépend entièrement de la météo. Donc, quand un GPS dit il y a un objet métallique à cet endroit-là, il est à l'intérieur d'un cercle qui correspond à ce qu'on appelle la marge d'erreur. Donc, quand vous faites un relevé, vous devez regarder votre marge d'erreur. Si la marge d'erreur elle est de 25 mètres, ça veut dire que le GPS il indique une zone d'un rayon de 25 mètres. Et l'objet suspect, il est dans ce cercle de rayon de 25 mètres. Pour obtenir une meilleure précision, il faut allumer son GPS le matin et ne pas l'éteindre de la journée. Plus il fonctionne, plus il améliore sa précision. Ça, c'est les derniers points. Donc, merci. Je précise que la marge d'erreur dont tu parles, elle est visible sur le système. Ça veut dire que l'opérateur, il peut aussi, il peut avoir une idée en fait de si les données qu'il reçoit elles sont plus ou moins fiables. Il peut avoir cette idée-là. sur n'importe quel GPS, on a la marge d'erreur. Et donc, c'est important de bien surveiller cette marge d'erreur. Les moyens mécaniques, bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de les voir en activité parce que quand j'ai été les visiter, c'était encore en réflexion. J'espère qu'un jour, mes pas m'amèneront encore une fois chez Digger et que j'ai l'occasion. Mais je pense que c'est un moyen indispensable aujourd'hui, surtout sur les théâtres d'opération où il y a eu du bombardement, où il y a eu des activités IED. Donc, il y a des gravats, il y a beaucoup de choses et que les mains de l'homme ne peuvent pas toujours aller. Donc, le chien a une utilité, mais les engins permettent en sécurité de traiter les zones. Le gros avantage du système Digger, c'est comme l'a dit les anciens, c'est qu'on prend n'importe quelle machine du marché local et on y adapte, Digger y adapte l'équipement de commande à distance. Voilà, moi j'en ai terminé. Anciens. Merci pour vos remarques. Et puis, moi, j'en aurais terminé aussi. J'ai mis le lien sur le chat, on peut télécharger voilà, plus de documentation. Et puis, il y a des vidéos aussi, notamment celle avec les tests de mine anti-char. Alors, c'est Discovery Channel qui l'a fait, donc ça fait un peu, c'est un peu à l'américaine, mais enfin, ça donne quand même une idée, quoi. Non, non, je te rassure, je connais, j'ai visité plusieurs fois, c'est extrêmement parlant. Manu,
Allô, Manu, Oui, je suis là. tu reprends le manche? Oui, chef. Donc, je remercie Jean-Sien pour sa présentation. C'est vrai que moi aussi, j'ai visité Digger, je crois que c'était en 2009. Donc, ça a beaucoup évolué. Et ça fait plaisir de voir des gens qui s'investissent comme ça dans la lutte anti-mine. Donc, maintenant,